Bonjour, nous allons présenter aujourd'hui le chapitre de signature numérique. Donc cette signature numérique, elle va utiliser un nouveau élément mathématique qui sont les fonctions de hachage. Ensuite, on verra comment ces fonctions de hachage sont utilisées dans le mécanisme de signature numérique. Alors, quels sont les objectifs de la signature numérique? Bien entendu, ça permettra d'identifier celui qui est signé à travers sa clé privée. Ça permettra de réaliser le même objectif qu'une signature manuscrite, pour dire que j'approuve ce qui est sur le document, j'atteste ce qui est écrit sur le document, etc. Alors, pour ce faire, on a besoin d'un mécanisme supplémentaire qu'on appelle les fonctions de hachage. Une fonction de hachage, c'est quoi? C'est une fonction mathématique à sens unique qui permet, à partir d'un message en clair, de générer un haché ou bien un condensé. On l'appelle condensé ou haché. Pourquoi? Parce qu'en général, la longueur du message haché est nettement inférieure que le message en clair. Alors, cette fonction de hachage permet effectivement d'obtenir à partir d'un message quelconque d'une certaine longueur L, un haché de longueur nettement inférieure à L, et ce qui est appelé parfois l'empreinte de hachage ou bien l'empreinte digitale d'un message donné. Alors, cette fonction de hachage, elle a des particularités du style que quand vous avez deux messages distincts X et X', et automatiquement H de X est différent de H X'. Et c'est une fonction à sens unique dans le sens que si vous avez le haché, il est quasiment impossible de trouver le message qui a produit ce haché. Alors, en général, cette fonction de hachage a des propriétés qui sont la compression dans le sens où elle réduit la taille du message produit. Son processus de calcul, en général, il est facile. Pourquoi? Parce qu'il est basé essentiellement sur l'usage des fonctions de calcul simples telles que les fonctions du et, du coup, du ou et tout ce qui est lié à la manipulation de bits. Et ce qu'on a aussi comme fonctionnalité, c'est que à chaque fois qu'un message est haché, si on change légèrement le message, automatiquement son hash va changer grandement. Alors, dans la littérature, on a un ensemble de fonctions de hachage qui ont été développées dans le temps. Parmi les plus connues, les plus utilisées, c'est les fonctions de hachage MD5 et SHA avec ses différentes variantes telles que SHA1, SHA256. Alors, voici le procédé qui permet de montrer comment on construit les fonctions de hachage. C'est vous avez un message binaire, automatiquement, on va les décomposer en un ensemble de blocs, donc ce qui voudra dire que la taille de M doit être K fois B bits, et donc les B bits, à vrai dire, c'est la taille d'un bloc qui est utilisé. Donc, dans la pratique, si le message M n'est pas multiple de B bits, en général, il y a du padding, c'est-à-dire on rajoute des zéros au niveau du message, ce qui permettra d'obtenir une taille qui est multiple de B. Et ensuite, le haché consiste à procéder d'une manière itérative sur chaque bloc jusqu'à épuiser tous les blocs pour obtenir le résultat final qui est le haché du message. Alors voici un exemple qui illustre le fonctionnement de la fonction de hachage MD5. Donc, comme vous le voyez, c'est un mécanisme itératif qui permet de boucler sur un certain nombre d'opérations. Et toutes les opérations qu'on voit ici à travers les formules, c'est des opérations sur les bits qui sont des opérations très simples et très rapides d'un point de vue calcul par ordinateur. Alors, voici le schéma de fonctionnement.
Et vous avez l'autre schéma qui est le plus utilisé à travers SHA. Vous avez la taille de bits qui est en général de 512 bits. Et en sortie, vous avez une taille de 168. Donc, toujours le même principe, c'est d'agir sur des blocs et ensuite de faire des opérations du et et du ou concernant les blocs intermédiaires qui sont utilisés. Alors, bien entendu, une des fonctions de hachage les plus utilisées de nos jours, c'est SHA 256, donc ce qui permettra d'obtenir des hachés de longueur de 256, et c'est ce qui est actuellement utilisé sur plusieurs plateformes de signature numérique. Alors, la signature numérique, par opposition à la signature manuscrite, en général, la signature manuscrite permet de prouver l'identité de l'auteur et aussi d'être en accord avec le document qui est signé. Une remarque concernant la signature manuscrite, c'est que vous avez une signature unique du signataire qui va signer avec la même signature tous les documents qu'il a en ses possessions. Par contre, la signature électronique, elle diffère sur ce point-là. C'est qu'une signature, il est vrai qu'elle permet d'authentifier le signataire, mais elle va disposer d'un certain nombre de propriétés supplémentaires par rapport à la signature manuscrite, étant donné que la signature, elle est utilisée pour chaque document, il y a une signature à part. Et vous avez aussi la signature qu'il est difficile de l'imiter ou bien de le falsifier. Pourquoi? Parce que grâce au mécanisme de hachage qu'on a déjà montré, qui est utilisé dans les algorithmes de signature, ça permet de montrer éventuellement si une signature a été altérée. Et une signature, bien entendu, quand elle est effectuée, elle ne peut jamais être reniée, donc ce qui est conforme avec le quatrième objectif de la sécurité, qui est la non-répudiation. Et donc, dans le mécanisme de signature, vous avez deux procédés qui permettent de produire la signature. Vous avez d'une part l'algorithme de génération de signature numérique et d'autre part vous avez un algorithme qui est dit algorithme de vérification de la signature numérique. Pourquoi? Parce que dans le mécanisme de signature numérique, vous avez un schéma de signature qui permet d'être universellement vérifiable, c'est-à-dire quand quelqu'un signe un document d'une manière numérique, cette signature, elle peut être vérifiée par n'importe quelle autre partie. Alors, concernant la mise en œuvre de signature, on peut avoir deux grandes classes de signature, de schémas de signature, ce qu'on appelle avec appendice, c'est-à-dire que le message original, ce n'est pas lui-même qui est signé, mais à vrai dire, c'est le haché du message qui est signé. Donc, du coup, quand on envoie la signature, en général, on est obligé de l'associer à un message pour pouvoir vérifier cette signature. Dans le deuxième schéma, ce qu'on appelle un schéma avec recouvrement, cela voudra dire que la signature elle-même, elle va recouvrir le message, et donc on n'a pas besoin d'envoyer le message avec la signature parce que la signature elle-même englobe le message. Alors, pour réaliser pratiquement cette signature, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin d'un mécanisme de signature, donc avec des clés, que ce soit une clé secrète ou bien une clé publique, associée à une fonction de hachage. Alors, pour des raisons pratiques, en général, on préfère signer le haché que le document lui-même. Pourquoi? Parce que le haché a une taille réduite, donc ce qui permet d'atteindre des performances, je dirais, ça permettra d'avoir des performances de réalisation de la signature en un temps relativement court. Alors, là, bien entendu, la mise en œuvre de la signature électronique, il est difficile de falsifier la signature. Pourquoi? Parce que la signature est réalisée grâce à la clé secrète.
Ça veut dire que si on n'a pas la clé secrète, il est impossible de réaliser une signature au détriment du propriétaire de la clé secrète. Bien entendu, on peut réaliser une meilleure sécurité, je dirais, des signatures en utilisant des éléments annexes tels que la PKI, qui est l'infrastructure de gestion des clés publiques, et qui permet effectivement de mettre en œuvre ce qu'on appelle les certificats numériques qui permettent d'avoir une meilleure sécurité concernant l'usage de la signature. Alors, le schéma général de la signature s'opère comme suit. Quand vous avez un document, donc l'idée c'est de calculer grâce à une fonction de hachage le haché de ce document et ensuite de signer le document grâce à l'usage de la clé privée du propriétaire. Ensuite, le document accompagné de sa signature sont transmis vers le destinataire. Le destinataire, une fois qu'il reçoit le document avec sa signature, ce qu'il peut opérer, il peut opérer le mécanisme de vérification de la signature en procédant comme suit, c'est-à-dire grâce au document, il va réaliser le haché du document reçu. Ensuite, il va déchiffrer la signature. Or, la signature n'est autre que le chiffrement du haché, et donc il va obtenir un autre résultat. Donc, si H1 et H2 sont égaux, cela voudra dire qu'effectivement, le document qui a été reçu et comporte avec lui sa signature légale, c'est-à-dire la signature S qui correspond exactement au document qui a été envoyé. Alors, ce principe-là, si on veut le formaliser, ça va être selon ces règles-là. Donc, vous avez une signature avec un cryptosystème à clé publique. Alice signe le message M en utilisant le haché. Donc, elle va calculer le haché du message M. Grâce à sa clé secrète, elle va signer le message, le haché du message grâce à la clé secrète, ce qui lui permettra d'obtenir le SM. Et donc, le document signé, ce n'est autre que le couple de M avec sa signature. La vérification d'un document avec sa signature est utilisée grâce à la clé publique d'Alice, et ce qui permettra de déchiffrer, je dirais, la signature du message, ce qui permettra d'obtenir un haché, et par la suite, on calcule ça, le haché du document reçu, et on va voir s'il y a l'égalité. Automatiquement, on dira que la signature est légale et correcte. Pourquoi? Parce que seule Alice a pu générer le SM, puisque le SM, qui est la signature, n'a été obtenu que grâce à l'usage de la clé secrète. Comme seule Alice possède sa clé secrète, donc seule Alice a pu générer cette signature. Alors, si je prends l'usage de signature par rapport à des algorithmes de chiffrement qu'on connaît déjà, LSA par exemple, vous avez un mécanisme de génération de clés C, il est identique à la génération de clés de l'algorithme de chiffrement LSA, c'est-à-dire le choix de deux nombres publics, deux nombres premiers P et Q, ensuite calculer N, qui est le produit de P et de Q, et à partir de là, on arrive à calculer la fonction indicatrice, la fonction de l'air, qui est phi de N. À partir de là, on choisit E, qui doit être premier avec phi de N, ce qui permettra de pouvoir calculer son inverse, c'est-à-dire la clé privée D, qui vérifie E fois D est égal à 1 modulo phi de N. Alors, par la suite, E, c'est la clé publique, et D, qui est la clé secrète. Alors, dans le processus de signature, on a un document M, il faut calculer son haché grâce à une fonction de hachage. À partir de là, on va signer ce haché et ensuite on envoie le document accompagné de sa signature. À l'arrivée, automatiquement, on peut déchiffrer la signature et on peut comparer par rapport au haché du message reçu. S'il y a égalité, automatiquement la signature est correcte. Alors, dans la signature, éventuellement, il y a un certain nombre de remarques qu'on peut dire, c'est qu'on peut générer une signature d'un message sans connaître la clé privée. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que si on choisit S d'une manière aléatoire et on calcule M égale à S à la puissance E modulo D, modulo N, ça,
effectivement, le couple MS est une signature valide. Pourquoi? Parce que automatiquement, si vous mettez S à la puissance, SE à la puissance D, ça vous donne S, donc ce qui n'est autre que la signature du message M. Concernant l'algorithme El-Gamel, donc le principe de génération de clés, ça va être le même principe de génération de clés. Et par la suite, on va générer notre signature une fois qu'on dispose de la clé publique et de la clé privée. La première étape, ça consiste à générer la signature selon El-Gamel d'un message M. Donc, il suffit de calculer le haché d'un message. Ensuite, avec le même principe que celui du chiffrement, on doit choisir un aléa qui est le cas, donc choisi dans l'intervalle 1, P-2, mais de telle sorte qu'il soit premier avec P-1. Pourquoi? Parce que ça, ce qui nous permet d'assurer l'existence de son inverse, c'est-à-dire K-1. Pourquoi? Parce que dans le processus de génération de signature, le K-1 est utilisé dans ce processus de signature. Alors, le processus de signature, c'est typiquement tel que le chiffrement. Donc, on va obtenir un couple de valeurs qui constitue la signature. Alors, R, qui est calculé sur la base de G à la puissance K modulo P, tandis que S est égal à K-1 fois HM moins AR modulo P-1. Donc, ça, ce qui montre qu'on a besoin de choisir K qui est, je dirais, inversible par rapport à P-1. Alors, le document signé, c'est quoi? C'est M et SM. Ensuite, si je veux vérifier cette signature, donc automatiquement, je dois vérifier une formule qui permet de prouver cette égalité. Donc la formule est égale à A à la puissance R fois R à la puissance S est égal à G à la puissance H de M. Donc s'il y a cette égalité, cela voudra dire qu'effectivement, le document signé avec sa signature est authentique car il a pu vérifier cette formule. Et donc cette formule, vous voyez qu'elle engage le paramètre A qui n'est autre que la clé publique. Or, la clé publique, elle utilise implicitement la clé privée. Donc là, ce qui dénote qu'effectivement, c'est Alice qui a pu produire cette signature. Et donc là, pour la vérification, il suffit de développer juste le membre gauche de l'équation et vous pouvez atteindre par la suite le membre droit, et donc ce qui permet de vérifier cette égalité. Alors voici un exemple d'usage de El-Gamel. Donc vous avez la clé privée, vous avez le modulo P, le générateur, ainsi que la clé privée et la clé publique. Si vous avez le message 1 égale à 5, la signature, on prend un nombre aléatoire. Donc on voit que ce nombre aléatoire vérifie la condition qui doit être à inversible par rapport à P-1, comme P est égal à 10, donc P-1 c'est P est égal à 11, donc P-1 est égal à 10. Donc 9 est bel et bien premier avec 10, donc ce qui nous permet d'assurer le calcul de la signature. Donc je calcule R, ensuite je calcule S, et S qui est égal à K-1, puisque c'est 9 modulo donc par rapport à notre modulo P, vous avez votre S qui est égal à K-1 modulo P-1. Donc, vous allez trouver que S égale à 3. Ensuite, donc la signature, c'est le couple RS. Et par la suite, il suffit de vérifier que A à la puissance R fois R à la puissance S est égal à G à la puissance N. Et donc là, on voit que c'est bien le cas, donc ce qui permet de montrer que ce processus est correct et qui permet effectivement d'avoir le mécanisme de signature. À noter que la signature,
va changer en fonction des formules qui sont données pour les paramètres R et S.